suis très heureuse d'être là et de partager avec vous un petit moment où on va effectivement parler de couleurs et de la façon dont la couleur s'est emparée de la photographie. L'idée donc c'était, comme le disait Raphaël, de prendre le prétexte du travail de Françoise Huguier pour parcourir quelque chose d'un peu plus large, qui est cette histoire de l'arrivée de la couleur en photographie. Et donc j'ai choisi ce titre, un territoire photographique. Je voulais filer la métaphore géographique dans une sorte de clin d'œil en référence au travail de Françoise Huguier, qui est justement un travail qui aborde la photographie à travers la découverte et le voyage de différents territoires du monde. Mais ce territoire, il est aussi une référence à ce qu'on peut identifier comme la couleur au sein même du médium photographique, puisque si aujourd'hui la couleur domine les pratiques photographiques, c'est finalement assez récent qu'elle s'est imposée, et donc l'idée c'est de vous inviter à reparcourir cette histoire et à voir comment finalement on pourrait parler de la couleur comme d'un territoire qui, au sein même du médium photographique, a été un territoire à explorer, à s'approprier, voire j'aurais même envie de dire à conquérir. Et donc c'est un peu l'histoire de cette conquête que je vais essayer de vous raconter. Et je terminerai mon propos en revenant au travail de Françoise Huguier pour voilà, parler avec vous de quelques images qui nous entourent et essayer de tisser des liens justement entre sa façon de pratiquer la photographie couleur et la manière dont on peut la rattacher à une histoire plus longue. Alors Françoise Huguier débute en photographie au milieu des années 70, 1975-1976, et je voudrais déjà m'attacher à cette date pour établir un premier élément de contexte à travers ces trois citations qui sont contemporaines. Les deux premières, 1976, et la dernière, l'année suivante, en 1977. Ces trois citations, elles nous permettent de situer un contexte. En 1976, on va considérer que la couleur a toujours été l'invité indésirable de la photographie. La journaliste, dans le même article, évoque une frontière. Donc là, évidemment, il y a ce lien aussi avec cette idée de territoire que j'évoquais. Une frontière dominée par les photographes américains. Et puis, l'autre article de 1977, un contexte plus général qui est évoqué, où la photographie couleur a été associée à des applications rétrogrades, publicité, mode, photos de voyage, style national géographique, photos de nature, et est soudain devenue la forme d'expression du médium la plus avancée de toutes. Donc on voit bien qu'à cette époque, 76-77, on est vraiment dans un moment où quelque chose est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de basculer et qui va être effectivement confirmé dans les années suivantes. Alors, pourquoi ce moment qui a été retenu par les historiens comme ce moment vraiment qui fait levier dans cette arrivée de la couleur en photographie? Il est en particulier lié à une exposition qui a lieu en 1976 au Museum of Modern Art de New York, qui est une exposition consacrée à un photographe quasi inconnu à l'époque, qui n'a eu que très peu d'expositions, qui s'appelle William Eggleston. Et ce photographe, il est exposé au MoMA par le directeur de l'époque, qui est John Sarkowski, qui décide donc de faire cette exposition de photographie couleur. Cette exposition, elle va déclencher une réaction critique énorme. Elle va être très contestée, mais pour Sarkowski, elle est importante parce qu'il a senti, et il suit le travail de photographes qui ont commencé à travailler avec la couleur dès la fin des années 60, et c'est le cas d'ailleurs d'Eggleston, puisque en fait cette exposition en 1976 va montrer des photographies qu'il a réalisées depuis à peu près 10 ans auparavant. Donc
Sarkovsky a senti qu'il y avait une génération qui était en train d'arriver et que, comme je l'ai extrait ici du texte qui fait l'introduction de l'ouvrage qui est publié en même temps que l'exposition, depuis une dizaine d'années, nombre de photographes se sont mis à la couleur et ils tiennent la couleur pour une donnée existentielle et descriptive. Donc c'est ce que Eggleston veut faire apparaître sur les cimaises d'un musée important, qui est le MoMA, qui est un musée qui défend la photographie depuis déjà plusieurs décennies, depuis les années 1940. Et donc, on a vraiment ce moment où quelque chose est en train de se jouer, et cette exposition qui sera suivie, on le sait moins, d'une deuxième à quelques mois d'intervalle, qui va présenter le travail d'un autre jeune photographe qui commence lui aussi à émerger comme photographe coloriste, qui est Stephen Shore, qu'on connaît aussi beaucoup aujourd'hui. Eh bien, ces deux expositions dans la même année au MoMA, elles vont vraiment modifier une hiérarchie qui jusqu'alors positionnait la couleur comme subalterne par rapport au noir et blanc, considéré comme la seule photographie artistique. Donc il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là et qui va vraiment se confirmer dans la décennie suivante. Les années 80 vont vraiment affirmer de façon définitive cette importance de la couleur comme un médium photographique à part entière. Donc on reste à ce moment de bascule et je vous propose de repartir en arrière pour revenir. Alors, pardon, donc le moment de bascule, on va le laisser en suspens. C'est le témoignage de Françoise Huguier qui, dans les années 80, commence à travailler pour, entre autres, la presse et la mode. Et j'ai extraite donc ces deux citations de son autobiographie. Elle rappelle combien, à l'époque, quand elle commence à travailler, les photos paraissent en noir et blanc dans le journal. Et donc, elle fait du noir et blanc, puisqu'elle travaille, entre autres, pour Libération. Et elle dit déjà, voilà, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà en couleur. Et ça, c'est une réalité de la demande de la presse magazine en particulier. Ce qu'elle évoque dans la phrase suivante, puisque des magazines, Marie-Claire, Paris Match, Madame Figaro, vont l'inviter, vont l'inciter à travailler avec la couleur. Et c'est comme ça qu'elle commence à passer à l'usage de la couleur. Souvent, elle dit aussi qu'elle doublait en fait ses photos, elle faisait des photos en noir et blanc qu'elle doublait en couleur. Donc ce passage à la couleur, on va y revenir dans le travail de Françoise Huguier à la fin, et je vous le disais, donc repartons vers les débuts avec cette photographie, le point de vue du gras. Photographie réalisée par Niepce entre 1826 et 1827, ce qui va donner lieu d'ailleurs prochainement à la célébration du bicentenaire de l'invention de la photographie, si vous n'êtes pas encore informé. Donc il faut imaginer, et les textes, les lettres de Niepce en témoignent, lorsque Niepce cherche à réaliser ce point de vue depuis sa fenêtre, essayant de représenter la nature, il espère photographier les couleurs, mais il n'y parvient pas. Travaillant avec Daguerre, obtient lui aussi une image qui est une image monochrome, alors avec une finesse de détail absolument fascinante. Donc on est vraiment dans quelque chose qui apparaît comme une image extrêmement réaliste, mais qui est privée de la couleur. Donc ces premières images, elles ancrent une absence qui est celle de la couleur, et cette absence, elle va très vite être intégrée dans l'imaginaire des photographes, mais elle va aussi très vite devenir un objectif à atteindre, c'est-à-dire que dans la progression qu'on attend de ce procédé extrêmement réaliste, eh bien, il faudrait le parfaire en quelque sorte en obtenant et en enregistrant les couleurs qui sont la seule chose qui manque finalement à cette image qui semble déjà, comme on le dit beaucoup à propos du daguerréotype, un miroir dans lequel la nature se reproduit par elle-même. Donc,
un horizon d'attente qui se dessine et qui est évoqué encore au milieu du 19e siècle, où effectivement on attend que cet idéal de la photographie qui serait d'obtenir les couleurs puisse advenir. Alors dans l'attente, on va trouver des subterfuges, entre autres des travaux de coloriage qui apparaissent très vite sur les daguerréotypes, comme ici avec cet élément de daguerréotype stéréoscopique qui est effectivement avec le fait de coloriser ce corps nu qui lui donne un réalisme, une dimension vivante beaucoup plus importante. Et puis, les recherches vont se développer et la première idée, c'est de se dire, puisqu'on a réussi à enregistrer une image de la réalité avec le daguerréotype, on va essayer de chercher une substance chimique qui, comme avec le daguerréotype, serait capable de capturer en plus les couleurs. Donc, on a des recherches qui se développent dans cette voie. Et en particulier, un scientifique, Edmond Becquerel, dans le cadre de ses travaux sur la lumière, considérant que la lumière contient toutes les couleurs, à travers entre autres l'expérience de Newton qui a démontré avec l'expérience du prisme que la lumière blanche contient l'ensemble des couleurs. Donc à travers ses travaux sur la lumière, il espère, et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, qui est très poétique, peindre avec la lumière. Donc ça, c'est les premiers travaux, et il obtient des images. Donc vous avez ici un des exemples. Donc en bon scientifique, il commence par essayer de reproduire un spectre solaire, et ces images, elles sont obtenues, et on a effectivement un spectre de couleurs qui a été enregistré, mais qui malheureusement, et c'est pour ça que je vous ai mis cette très jolie boîte fermée, cette image, elle a réussi à capter les couleurs, mais en même temps, elle est très fragile. Et si la lumière a réussi à produire ce spectre de couleurs, eh bien, la lumière, si elle continue à toucher ce spectre, elle le détruit. Donc, cette boîte a été présentée au public à l'occasion de quelques expositions industrielles, mais elle était fermée et il fallait on avait juste la possibilité de l'ouvrir pour regarder cette image. Donc ça, ce sont les premiers, en tout cas les premiers résultats qui vont laisser penser que c'est la bonne voie et qu'on peut, comme ça, arriver à enregistrer les couleurs. D'autant que d'autres vont suivre cette voie, comme Abel Niepce de Saint-Victor, qui là aussi, vous le voyez, arrive à obtenir des images. Donc là, ce sont des reproductions de gravures, mais vous le voyez, on a vraiment une image en couleur qui est reproduite. Donc l'espoir est là, on considère qu'on va pouvoir enregistrer les couleurs selon cette méthode qu'on va appeler une méthode directe, puisque c'est simplement à partir d'un support qui réagit chimiquement à l'action de la lumière qu'on peut arriver à obtenir une image. Malheureusement, on arrive à un blocage puisque tous ces travaux ne permettent pas véritablement de fixer durablement les couleurs. Et donc, une autre voie va être recherchée, et puisqu'on ne parvient pas à le faire de façon directe, on va essayer de trouver une façon indirecte d'enregistrer les couleurs. Cette façon indirecte, elle va être proposée de façon simultanée par deux chercheurs, deux inventeurs. Louis Ducos-du-Oron, qui vit à Agen, à Lectoure-Agen, et qui est un inventeur de toutes sortes de choses, mais qui s'intéresse beaucoup à ses travaux photographiques. Et Charles Cros, qui est un poète, mais lui aussi inventeur, qui entre autres a été un inventeur du phonographe, qui est peut-être une invention qu'il a fait plus reconnaître que la photographie couleur. Tous les deux présentent donc deux ouvrages qui paraissent au même moment, en 1869, et qui chacun
cherche à apporter, alors les titres sont très semblables, hein, les couleurs en photographie, solution du problème, ou bien solution générale du problème de la photographie des couleurs. Donc c'est un problème et il faut trouver une solution. Donc tous les deux, en fait, sans se connaître, mais à l'appui évidemment des différents travaux des scientifiques qui leur sont contemporains, tous les deux proposent deux méthodes qui sont donc des méthodes indirectes dans le sens où plutôt que de chercher à enregistrer directement la lumière qui va reproduire les couleurs, eh bien on va offrir au soleil ou forcer le soleil, comme le dit Ducos-du-Hauron, on va lui offrir une palette en quelque sorte toute faite qui est constituée de filtres de couleurs et ainsi on va pouvoir reproduire les couleurs. Donc deux moyens sont envisagés et là on entre dans des choses un peu complexes mais je vais essayer d'être très simple et voilà, vous m'excuserez, je ne vais pas passer trop de temps sur les aspects très techniques parce que ce n'est pas non plus l'objet de cette conférence. Deux principes sont envisagés. Le premier, c'est celui qu'on va appeler la synthèse additive des couleurs, qui est basé sur le fait que lorsqu'on prend des lumières et qu'on les superpose, et c'est l'expérience du prisme de Newton hein, qui est à la base, le schéma que vous avez ici, si on prend trois lumières, donc une lumière bio-violette, une lumière rouge-orangé, une lumière verte, si on superpose les trois, on obtient du blanc. Ça a été quelque chose qui a été utilisé par un scientifique, James Clerk Maxwell, qui, avec un photographe, Thomas Sutton, ont fait une expérience dès 1861, mais qui a priori est une expérience qui est restée, qui a été faite donc à la Société scientifique de Londres et qui n'a a priori pas été connue par Ducos-du-Hauron et Charles Cros. En tout cas, on n'a aucun témoignage qui laisse penser cela. Donc Maxwell avait utilisé donc avait fait faire trois photographies à travers trois filtres et ensuite, en superposant les trois par projection, avait reconstitué un ruban écossais pour démontrer une théorie scientifique qui est la théorie de Thomas Young sur la physiologie de la vision. Donc, pour expliquer en fait que notre perception des couleurs est liée à des fibrilles nerveuses qui sont en fait sensibles à trois couleurs, qui sont le bleu, le rouge et le vert. Donc, il s'agissait ici d'une démonstration scientifique, mais qui utilisait la photographie avec cette idée de superposition. Donc, ça, c'est la synthèse additive. Donc, c'est une synthèse qui fonctionne avec des lumières qu'on additionne et qu'on superpose. L'autre synthèse, c'est la synthèse soustractive, qui est ici démontrée par Ducos-du-Hauron, où on va toujours faire trois photographies qui vont permettre d'obtenir donc trois images à travers trois filtres de couleurs, qui sont toujours les filtres rouge, vert, bleu, qui vont permettre d'obtenir ces trois clichés. Vous voyez qu'ils sont légèrement différents les uns des autres, monochrome noir et blanc, mais légèrement différents en fonction du filtre qui a servi à l'analyse de l'image. À partir de ces trois négatifs, on va tirer trois images avec les couleurs de l'imprimerie, le rouge, donc le magenta, le bleu et le bleu cyan et le jaune, et en superposant, et donc là on est dans une superposition comme avec la peinture ou l'imprimerie, on superpose des matières et pas des lumières. En superposant les trois, on va obtenir la recomposition de toutes les couleurs de l'image qui est reproduite. Donc ça, c'est un document qui a été produit par Ducos-du-Hauron pour expliquer le principe de cette méthode soustractive qui va être celle qu'il va utiliser pour obtenir des images dès 1869 ou ici, ce très beau paysage indagin qu'il obtient. Alors, vous voyez la référence évidemment à Niepce, hein, photographie vue prise depuis une lucarne du grenier de sa maison. Donc on est dans cette même référence à l'idée de point de vue qui était celui de Niepce, avec
ici écrit Sol Pink Seat, c'est-à-dire en reprenant un peu dans une référence à l'histoire de la peinture, Sol Pink Seat, c'est-à-dire c'est le soleil qui a peint lui-même. Donc cette idée de peindre avec la lumière que Ducos-du-Heuront se réapproprie en disant de peindre avec le soleil. Ça fait partie des premières images qui sont réalisées et qui sont envoyées à l'Académie des sciences pour valider justement le fait qu'il est vraiment possible d'obtenir des photographies en couleur. Quant à Charles Cros, il va lui aussi réaliser des photographies en couleur. Vous avez un exemple ici. Et on voit très bien, c'est intéressant, on voit très bien ici la superposition, vous voyez, des trois couleurs, un rouge, jaune et bleu, sur les bords. Donc on voit très bien la superposition qui était démontrée tout à l'heure dans le document réalisé par Ducos-du-Heuront. Donc on a avancé, hein, on arrive à obtenir des photographies en couleur, mais évidemment, il faut être extrêmement expérimenté et ces travaux restent très limités finalement dans la possibilité de vraiment commencer à développer des procédés qui seraient plus accessibles qu'à leurs inventeurs eux-mêmes. Donc, les recherches continuent et on a une nouvelle étape qui fait revenir vers ce principe d'un procédé qui enregistrerait directement les couleurs à travers l'enregistrement de la lumière. Ce procédé, il est mis au point par un physicien qui s'appelle Gabriel Lippmann, qui obtiendra le prix Nobel en 1908 pour cette invention. Alors, c'est un procédé extrêmement complexe, mais qui, en gros, prend appui sur le fait que la lumière, c'est une onde, et donc il va s'agir d'enregistrer dans un support argentique, d'enregistrer les longueurs d'onde qui correspondent à chaque couleur. Donc c'est un enregistrement physique et ensuite l'image obtenue, donc qui est une image noir et blanc, qui a enregistré la forme de chaque longueur d'onde. Donc la longueur d'onde rouge, elle a une forme, la longueur d'onde bleue, elle en a une autre, etc. Cette image donc, qui est développée, on va chercher le bon angle d'incidence de la lumière blanche, et grâce à cela, les couleurs vont apparaître. La particularité de ce procédé, c'est que ces couleurs, en fait, n'ont pas d'existence matérielle, elles ne sont pas liées à un pigment, elles ne sont pas liées à de la matière, elles sont liées à l'empreinte laissée par une longueur d'onde dans un support. Et donc ces couleurs, elles sont inaltérables. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près 500 images qui ont été faites avec ce procédé, qui sont encore conservées dans le monde. La plus grosse collection, elle est au musée de l'Élysée à Lausanne. Donc vous avez ici deux exemples de ce qui a été obtenu avec ce procédé. Vous voyez que là, les couleurs sont extraordinaires. C'est très émouvant aussi de voir Venise en 1902. C'est a priori la première photo en couleur de Venise. C'est très émouvant aussi parce que si vous regardez, en fait, au premier plan, on a quelqu'un qui est assis et on a une espèce de filet, de flou de bouger, en fait, de tous les gens qui marchent mais qui n'ont pas été enregistrés sur l'image parce que le procédé était trop lent. Donc c'est un peu comme les premiers daguerréotypes. Hein, je ne sais pas si vous avez en tête, il y a une photographie du boulevard du Temple où quelqu'un était en train de se faire tirer les chaussures. Donc c'est exactement la même chose, mais ici avec ce procédé dit interférentiel qui enregistre les couleurs. Et pour vous montrer ce principe d'apparition complètement incroyable des couleurs, je vous montre une petite vidéo qui a été faite il y a 2 ans. En fait, il y avait une exposition à Lausanne et donc on exposait les images et donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer. Donc vous voyez, ça a une forme de prisme en fait pour voir l'image et donc c'est une image noire avec cette forme très étrange. C'est vraiment un objet qu'on tient dans la main et puis tout d'un coup, dès que l'angle est bon, il y a vraiment un jaillissement de couleurs
des couleurs extrêmement vives, presque métalliques, que vous pouvez un petit peu percevoir ici, qui apparaissent. Donc ce procédé, il est fascinant, mais très difficile à mettre en œuvre, et donc ce ne sont que les scientifiques, dont l'inventeur lui-même et sa femme, parce que sa femme a beaucoup travaillé avec lui, et ça c'est une chose que je suis très heureuse d'avoir mise au jour, et si en plus cette conférence a lieu dans les journées du matrimoine, c'est d'autant mieux. Donc il y a très peu de scientifiques en fait qui ont pu maîtriser ce procédé, et donc l'objectif étant toujours quand même de faire aboutir un procédé qui soit accessible au plus grand nombre, parce que y a une dimension commerciale qui porte quand même ces recherches, eh bien, on va continuer à chercher. Et parmi ceux qui cherchent et qui commencent à chercher avec Gabriel Liebman, il y a les frères Lumière. Alors, on les connaît peut-être plus pour être les inventeurs du cinématographe, mais à partir de 1892, donc avant l'invention du cinématographe, ils commencent à travailler avec Liebman, qui leur demande en fait au départ de fabriquer des émulsions, puisque ce sont des fabricants de produits photographiques. Donc, Liebman leur demande de l'aider à trouver une émulsion pour son procédé, et ils commencent à travailler avec lui. Et en 1895, donc, ils inventent le cinéma, et en même temps, ils s'aperçoivent qu'ils vont dans une impasse avec ce procédé de Liebman qui ne pourra jamais être commercialisé, qui est beaucoup trop complexe. Et donc, ils changent leur fusil d'épaule et ils s'intéressent au procédé, ou en tout cas aux méthodes indirectes imaginées, comme je le disais tout à l'heure, par Ducos-Duoron et Charles Cros. Et donc, ils vont mettre au point un premier procédé, qui a un nom super compliqué, qui est un procédé au mucilage brique chromatée, qu'ils appellent ALL chroma, donc Auguste et Louis Lumière pour ALL chroma. Et donc, vous voyez, de nouveau, on retrouve les trois prises de vue faites à travers un filtre rouge-vert-bleu, tirées dans les trois couleurs, qu'on superpose. Donc là, c'est des sortes de transparents de gélatine qui sont superposés. Et donc là, on est dans la méthode soustractive, on superpose de la matière et donc on obtient des couleurs absolument magnifiques. Il faut savoir que ce genre de photographie a été projeté sur grand écran à l'exposition universelle de 1900. Donc ces photos couleurs faites par les Lumières, elles ont été vues par une foule de gens en 1900. On a du mal à imaginer ça, mais pourtant, ça a été le cas. Ça a alterné avec des vues du cinématographe, en fait. Ils ont mélangé les deux. Malgré tout, c'est quand même compliqué parce qu'on a 3 filtres, etc. Donc, ils continuent à chercher. Et en 1907, ils commercialisent le procédé autochrome, qui est donc le premier procédé industriel qui va permettre véritablement de développer la pratique de la photographie couleur. Voilà, donc là, je vous montre rapidement quelques éléments techniques, là aussi. Ce procédé, il est complètement surprenant, puisque ce que vous voyez ici, ce sont des graines de fécule de pommes de terre colorées de 3 couleurs, et c'est les 3 couleurs de la synthèse additive, le rouge, le vert et le bleu, qui aujourd'hui sont aussi les couleurs qu'on retrouve sur les écrans des ordinateurs, des téléphones, etc. Donc ces grains sont microscopiques et ils constituent une couche qui va être associée, comme vous le voyez ici, à différents vernis pour agglomérer, mais surtout à une émulsion argentique qui est une émulsion noir et blanc. Donc, une fois de plus, ce qui est absolument étonnant, c'est que l'image est enregistrée, elle est noire et blanche, et pourtant, on la voit en couleur, comme avec le procédé Liebman auparavant. Et tout ça se base sur la synthèse additive, où en fait, les graines de fécule servent de filtre à la prise de vue. Donc, on a une plaque qu'on va mettre dans l'appareil photographique. La lumière va traverser
le réseau de grains de fécule. Donc chaque micrograin va jouer le rôle d'un filtre, analyser la couleur de l'objet qui arrive. Il y a un jeu complexe où la couleur arrête, chaque filtre arrête la couleur de sa complémentaire. Donc par exemple, le filtre rouge va laisser passer un rayon de couleur rouge, mais par contre va arrêter un rayon de couleur vert, pour un exemple. Donc ce réseau de grains de fécule, il sert de filtre pour analyser l'image lumineuse qui est enregistrée sur un support donc, au gélatino-bromure d'argent noir et blanc. On fait un double développement de l'image et ensuite c'est en regardant l'autochrome par transparence que les filtres de grains de fécule qui n'ont rien fait d'autre que de filtrer vont filtrer à nouveau l'image, mais qui maintenant est une image noir et blanc. Et donc la superposition des deux va produire à travers la perception que l'on va avoir, une image en couleur. Donc c'est nous, en fait, c'est notre cerveau qui recompose, comme devant une peinture impressionniste où c'est beaucoup plus grossier, mais c'est le cerveau qui va recomposer à partir des petits grains de couleur qui traversent l'image noir et blanc, c'est le cerveau qui recompose les couleurs. Voilà, en résumé, comment se forment les couleurs. Donc, on va aussi bien utiliser donc, il faut que l'image soit traversée par la lumière, donc aussi bien ici comme ci, ou très souvent utilisée sous forme de projection. Bon, j'avais mis quelques images que je vais passer vite, mais je ne pouvais pas résister à vous montrer quand même ces autochromes qui sont extraordinaires. Alors, l'autochrome, évidemment, va tout de suite déclencher un grand enthousiasme parce qu'on peut enfin accéder à la couleur et donc on trouve que le noir et blanc c'était vraiment pas bien. Donc il y a un engouement en particulier de photographes amateurs et de certains professionnels. Donc l'Artigue, qui est très connu aujourd'hui, commence à faire de l'autochrome quand il est très jeune. Voilà quelques exemples de photographies faites à différents endroits et également tout un projet qui est celui des archives de la planète où à partir de 1909 un banquier Albert Kahn va envoyer des opérateurs photographier une grande quantité de pays pour rapporter des témoignages d'un état de la planète. Donc, je vous ai mis ici, donc j'ai choisi volontairement des photographies qui résonnaient un peu avec le travail de Françoise Huguier. Donc ici, cette fumeuse d'opium en Indochine, voilà, qui n'est pas sans faire penser à une photographie qui est, je crois, un petit peu là-bas. Et puis, voilà, comme elle a aussi beaucoup visité l'Afrique, voilà, des photographies faites en Afrique en 1903 qui sont des témoignages en couleur tout à fait extraordinaires. Et puis peut-être pour vous surprendre, quelque chose que vous connaissez, ou encore voilà, des champs de coquelicots, puisqu'évidemment très vite ce procédé va être rapproché de ce qui est très présent dans la culture visuelle du début du XXe siècle, c'est-à-dire la peinture impressionniste. Et d'ailleurs, vous aviez peut-être eu l'occasion, il y a quelques années, il y a eu une exposition au Musée des Beaux-Arts consacrée à Antonin Personnaz, voilà, qui a été l'un des fervents défenseurs de l'autochrome et qui faisait vraiment ce rapprochement avec l'impressionnisme. Bon, j'avance un peu vite parce que je vois que le temps passe et que je suis très bavarde. Voilà. Mais ce procédé autochrome, s'il permet d'accéder à la couleur et qu'il reçoit un grand enthousiasme, il va aussi recevoir des critiques. Parce qu'effectivement, à l'époque, on considère que pour avoir une photographie artistique, on ne peut pas simplement se contenter de faire une prise de vue. Il faut intervenir sur le cliché. On est dans le contexte de ce qu'on appelait le pictorialisme, où finalement, c'est l'interprétation du cliché, hein, du négatif, qui permet vraiment de faire émerger le style d'un photographe et d'un artiste. Et donc l'autochrome ne permettant aucune intervention, il y a vraiment tout un débat qui se met en place à ce moment-là, et vous en avez le témoignage ici. Et donc cette couleur, elle a quand même du mal à vraiment être reconnue d'un point de vue
artistique. Et il y a une sorte de phrase un peu déclaration de non-recevoir. Paul Strand, qui est un des représentants de ce qu'on appelait la straight photography, qui en 1917 va dire « couleur et photographie n'ont rien en commun ». Donc une sorte de scission comme ça qui se fait entre une photographie artistique qui reste du côté du noir et blanc et une photographie couleur qui va rester un peu rattachée à des pratiques, alors soit des pratiques de photographes amateurs qui sont à l'époque des photographes quand même très éclairés, mais qui dans les années 50-60, on va le voir, deviennent vraiment ce qu'on appelle plus amateurs aujourd'hui, mais aussi des pratiques appliquées donc à la photographie, donc la photographie de nourriture par exemple, pour la publicité, ici ces cigarettes Camel, ou également pour la mode. Et là je vous ai mis voilà, volontairement une photographie de Robert Capa, juste pour signaler, dans les pratiques de photoreportage, donc Capa étant une des grandes figures, la photographie couleur, pendant très longtemps, va être très rejetée et décriée, entre autres par une figure comme Cartier-Bresson, qui considérait que la couleur était commerciale, même si en fait il a fait de la couleur parce que, comme tous, on leur a demandé de faire de la couleur et il fallait vivre. Mais cette pratique de la couleur a été longtemps problématique dans le champ du photoreportage. Et Robert Capa a été, lui, très vite, il a compris, il fallait aussi que, d'un point de vue économique, Magnum devait se développer, donc il a très vite compris ce qu'il pouvait tirer de la couleur. Et donc il a vraiment fait les deux, et en particulier, il a fait tout un travail pour la mode, comme vous le voyez ici, bon, avec une vision, on pourrait commenter, très idyllique sur le Paris, avec tous les clichés vus depuis l'Amérique. Cette photographie de mode, elle va effectivement être l'un des espaces dans lequel la photographie va vraiment se développer, comme vous le voyez ici, à travers la presse magazine, Vogue en l'occurrence, mais aussi à travers les magazines illustrés. Et là, les États-Unis sont vraiment moteurs. Le magazine Life, par exemple, qui va aussi inspirer Paris Match, sera parmi les premiers magazines. Alors, juste un mot, au départ, c'est seulement les couvertures qui sont en couleur, parce qu'il y a un côté accroche. Et les pages intérieures, mis à part les publicités pour certaines, sont en noir et blanc. Donc pendant très longtemps, la couleur reste attachée aux couvertures. Donc voilà, la presse magazine, voilà, pour vraiment va de plus en plus pousser à une présence de la couleur. Mais cette couleur, voilà, elle reste encore contestée, difficile. On en a un témoignage ici. Voilà, on considère qu'à partir du moment où voilà, il n'y a aucune intervention possible, eh bien, il n'y a pas de créativité possible, comme en témoigne cette citation. Et le critique Bruce Downs, vous avez une autre citation ici de lui, est en particulier critique à l'égard du travail d'Edward Weston, qui est l'un des grands photographes du noir et blanc américain de l'époque, et qui a été invité par Kodak à tester des pellicules couleur, donc Kodachrome, et donc les photographies de Weston vont être utilisées à des fins publicitaires par Kodak, et du coup susciter la critique. On voit que là, il y a un jeu que j'aime beaucoup, où il choisit ces trois maisons qui, en fait, sont les trois couleurs les trois couleurs de la synthèse soustractive. Donc, je trouve qu'il y a un joli clin d'œil qui est fait par Weston aussi à ce moment-là. Mais c'est intéressant parce que Weston, qui est quand même quelqu'un qui est reconnu, va prendre la parole et intervenir un peu dans les débats. Et en 1953, voilà, il commence à dire, en fait, on va vraiment simplement considérer que la couleur et le noir et blanc sont deux moyens d'expression, mais qui servent à exprimer des choses différentes. Et j'ai complété
par une citation de la même époque, hein, qui signale quand même cette difficulté à s'approprier le langage de la couleur quand on vient effectivement d'une culture qui est celle du noir et blanc. Alors cette langue de la couleur, elle va continuer à se développer et là le rôle des firmes comme Kodak est très très important pour vraiment créer un marché. Dans les années 60 et dans les années 70, la couleur devient de plus en plus présente et importante dans les pratiques et en particulier donc, avec ces séances de diapositives, voilà, moi, qui ont alimenté ma jeunesse et je crois qu'il y a quelque chose qui a fait que je m'intéresse à ça aujourd'hui. Donc, bon, ça c'est voilà, juste une illustration de ces usages, mais qui ont été vraiment très très importants et qui ont vraiment développé la présence de la couleur. Et à nouveau, toujours une discussion au tournant des années 60-70. D'un côté, donc, cet engouement pour la couleur de plus en plus présent chez les amateurs et une réticence de la part du milieu des photographes avec cette citation qui a été très très souvent utilisée, qui est celle de Walker Evans, donc autre grand photographe américain qui travaille en noir et blanc, mais qui en même temps travaille pour le magazine Fortune qui publie de la couleur et Walker Evans fait de la photo couleur, mais il reste critique avec cette idée que la couleur a tendance à corrompre la photographie et la photographie couleur est vulgaire. Cependant, quelques années plus tard, il change complètement d'opinion puisqu'il découvre le Polaroid SX70. Il est à la fin de sa vie et là, tout d'un coup, il s'empare de ce qu'il appelle un jouet, qui est cet appareil Polaroid, et il se met à faire de la couleur et il change son opinion à l'égard de la couleur. Et c'est intéressant parce qu'on est en 1974 et c'est exactement au moment où on a une première exposition des travaux de Walker Evans en couleur et une exposition des premiers travaux de William Eggleston en couleur avant l'exposition au MoMA. Pour résumer, donc, la situation, au tournant des années 70, Eggleston nous rappelle, en gros, la photographie artistique, c'est du noir et blanc, la photographie couleur, c'est pour les amateurs en vacances. Mais lui choisit donc ce camp de la couleur. Donc je vous montre ici quelques exemples de son travail. Je m'arrête une minute sur cette photo qui a défrayé la chronique. Alors, c'est vrai que là, on est vraiment dans un sujet extrêmement vulgaire, une salle de bain. Cette photographie a été un élément d'argumentation de la critique, où un critique dans le New York Times a parlé de snapshot chic, c'est-à-dire donc des photos. Les snapshots, à l'époque, c'est vraiment les photos instantanées faites par les amateurs. Et avec l'effet d'oxymore d'accoler le terme de chic, parce qu'effectivement, ces photographies qui étaient des diapositives Kodachrome, elles ont été tirées avec un procédé extrêmement sophistiqué et coûteux qui était essentiellement utilisé pour la publicité, qui était le dye transfer. Et donc, le côté chic, c'était l'usage de ce procédé de tirage qui est le dye transfer pour un sujet très vulgaire qui est une salle de bain. Enfin, quelle idée d'aller photographier une salle de bain? Aucun intérêt, si ce n'est, et là aussi c'est la critique qui le dit, c'est de la photographie de photoclub. Mais évidemment, ce qui intéresse ici Eggleston, c'est la dimension du monochrome. C'est toutes les nuances de vert qu'il voit apparaître dans cet espace. Et c'est une sorte de proposition finalement d'une peinture quasi monochrome, mais qui est ici traduite dans la démarche photographique. Donc Eggleston, c'est un peu la figure de proue de cette génération qui est identifiée effectivement à cette époque, et je vous ai mis aussi cette citation, une génération qui va vraiment s'emparer de la couleur vivante. Et donc cette génération, elle est représentée par Joel Meyerowitz, par Stephen Shore, par Luigi Ghirri en Italie et Fontana en Italie, ou encore par John Batto, dont vous connaissez peut-être les photographies puisqu'il a beaucoup représenté ces parasols de Deauville, mais qu'au début
de sa carrière de photographe, il commence à faire de la photo couleur en 1963, il va beaucoup s'attacher à représenter la Normandie. Donc là, je me suis amusée à vous mettre cette photographie d'Honfleur. Et lui aussi va insister sur le fait que voilà, la couleur, c'est aussi s'attacher au quotidien, à ce qui nous entoure. Et quelque part, tout ça résonne finalement avec le travail de Françoise Huguier qui elle aussi va vraiment chercher à entrer dans la vie quotidienne, dans l'intimité de ces gens qu'elle rencontre. Et la couleur est une façon aussi de restituer cette relation très vivante avec aussi bien ces lieux que ces personnes qu'elle côtoie. Donc, je passe à Françoise Huguier pour terminer. Donc, Françoise Huguier, on l'a laissée avec cette citation tout à l'heure. C'est ainsi que je passe à la couleur. Et donc, je vous ai amené la suite. Je vais plus loin dans le détail, dans la réorganisation de l'image, dans la dramatisation. Ce n'est pas pour faire joli que je travaille désormais la couleur, mais pour exacerber les volumes, les formes, les matières, pour sublimer la lumière sur le vêtement. J'opère comme un peintre avec des touches de couleur pour contrebalancer le risque de réel. Je vais plus loin dans l'abstraction. Alors, cette expérience de la couleur, je le disais tout à l'heure, elle la débute surtout pour la photographie de mode, qu'elle commence à pratiquer à peu près au mi-temps des années 80. Donc j'ai sélectionné quelques images ici, c'est une campagne photographique pour Cacharel. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir à la fois comment elle compose son image, et ça c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver dans son travail, qui est cette façon, et elle dit elle-même que c'est quelque chose qu'elle emprunte aussi au cinéma, et en particulier au cinéma de cinéastes japonais comme Ozu, cette façon à la fois d'organiser son cadre à partir ici de cette ligne de fuite qui est centrale, mais en même temps partant d'un premier plan qui est très présent et qui structure en fait. Donc là, ce premier plan avec ce personnage à gauche qui emmène le regard tout de suite dans les différents plans qui s'échelonnent et en même temps avec cette ligne de fuite qui se dessine. Le modèle donc qui attire l'intérêt et l'attention qui est avec ce pull jaune, qui est en fait l'objet de la photo, puisqu'il s'agit de faire une campagne pour les pulls Cacharel. Mais on voit très bien comment tout de suite il y a une qualité dans la composition photographique. Autre exemple ici, donc, du travail pour Marie-Claire qu'elle mentionnait dans sa citation, où on voit ici comment apparaît cette couleur rouge qui va devenir un peu un élément important auquel je vais m'attacher et qui est aussi celui auquel s'attache l'exposition. Donc le rouge qui intervient comme un élément de ponctuation, mais qui est aussi un élément structurant dans l'organisation des images. Ce rouge qui est très présent ici pour cette publicité Charles Jourdan et qui fait le lien avec le travail de Guy Bourdin, qu'elle mentionne elle-même comme étant un photographe qui dit-elle, m'a vraiment décidé à faire de la photo et qui lui-même a beaucoup travaillé et s'est fait vraiment connaître, entre autres, pour les campagnes photographiques, pour les chaussures Charles Jourdan. Donc je trouvais amusant de voir qu'elle travaille elle aussi pour Charles Jourdan et qu'elle utilise aussi ce travail de la couleur. Et puis cette photographie qu'elle réalise pour une collection Jean-Paul Gaultier, qui là est vraiment une façon de magnifier à la fois cette présence du rouge, mais surtout cette matière. Et ça, c'est quelque chose qui est très perceptible depuis l'autochrome, vous l'avez peut-être noté, avec les photos que je vous ai montrées, c'est cette capacité des procédés couleurs à restituer cette densité de la matière. Donc là, on a vraiment le velours qui crée une véritable sculpture autour du corps, et c'est vraiment ça qui l'intéresse, le corps disparaissant quasiment. Cette photographie, je n'ai pas résisté à faire une référence, parce que je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. On voit bien que voilà, Françoise Huguier, elle a aussi toute une culture photographique. Donc, est-ce qu'elle a vu
est-ce qu'elle a essayé de retrouver cette référence ou pas, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose du lien avec ce très beau portrait de dos réalisé par Nadar, où là aussi, on a vraiment cette façon de magnifier le volume quasi sculptural qui est créé par le tissu autour du corps de Marie-Laurent, où là aussi, façon de faire ce portrait de Sarah Bernard, où la présence du velours, là aussi, est très belle, restituée en noir et blanc, certes, mais on a vraiment cette perception qu'on peut presque toucher cette matière qui est sculptée par la lumière. Je retourne à Françoise Huguier. Donc ici, une autre photographie qui est présente dans l'exposition. On retrouve cette présence du rouge et cette attention à la présence de la matière du tissu. Ce rouge très particulier qui attire tout de suite le regard. Et en fait, il y a une sorte de tension qui se crée là aussi à travers la composition, puisqu'on a à nouveau un premier plan qui s'impose avec la tête du chien. Donc on est à la fois attiré par le premier plan et en même temps le rouge qui attire aussi. Donc il y a une sorte de tension qui se crée comme ça entre ces deux éléments qui sont très présents dans l'image et qui ensuite nous amène vers les autres éléments. Mais il y a vraiment quelque chose qui se joue et qui crée aussi une tension sur la diagonale de l'image, si on essaye de tirer un petit peu des fils. Cette couleur des vêtements de Bering, je n'ai pas résisté non plus à les mettre en lien avec les vêtements photographiés au début du XXe siècle en Mongolie par un opérateur des archives de la planète. Voilà, donc il y a aussi cette présence de cette couleur liée à ces vêtements très particuliers. Et on voit que les couleurs ont peu varié finalement. Cette présence du rouge, on la note dans le travail de Françoise Huguier, mais c'est quelque chose qui traverse beaucoup le travail de photographe de la couleur. Donc ici, je vous ai juste mis une photographie d'Eggleston qui est très saisissante aussi. C'est vraiment cette force du vêtement rouge qui crée l'image et qui joue aussi sur un rapport de couleurs complémentaires avec le paysage qui est dominé par le vert et cette tache de rouge qui s'impose et qui crée vraiment, à l'appui aussi des lignes, mais qui crée vraiment quelque chose de très dramatique qui est propre à la force de cette image. Cette idée de ponctuation, on la retrouve alors chez Françoise Huguier, mais ici avec ce cœur de morse éviscéré, donc, qui est tenu dans la main par la main de cette jeune fille, mais qui crée une tache de couleur qui vient résonner avec une autre tache qui est le ruban rose. Et cette image, je la trouve très intéressante parce que pour moi, elle est une sorte de moment un peu de jonction dans le travail de Françoise Huguier entre son expérience de photographe de mode et son expérience de reporter. On a vraiment une sorte de conjonction. Et c'était intéressant de voir dans l'exposition, il y a une citation où elle décrit la jeune fille en question en disant « elle a un manteau pétrole et un ruban violet ». Donc là, on est tout d'un coup dans le vocabulaire référence à la mode, alors qu'en même temps, elle cherche surtout à témoigner de la rencontre qu'elle fait, et presque dans une dimension ethnographique avec cette jeune femme. Cette idée d'utiliser la couleur comme un élément de ponctuation par rapport au paysage qui est de tonalité neutre ou souvent dominé par le vert, là aussi, elle a une histoire qu'on peut faire remonter à Personnaz, qui lui-même fait référence à l'exemple de la peinture, que ce soit celui de Corot ou ensuite des impressionnistes, cette idée qu'il suffit d'une tache de couleur rouge pour magnifier, renforcer la dynamique d'un paysage. Donc ici avec cette référence très claire à l'impressionnisme à travers cette ombrelle rouge dans ce paysage, mais que voilà, quelque part qui vient jouer avec en regard de cette photo qui peut être aussi mise en regard de cette photographie de mode qui là aussi vient jouer sur des éléments de détail
colorés qui sont liés à des éléments de vêtements. Pour avancer encore avec quelques dernières photos de Françoise Huguier, ici donc la photographie qui est dans mon dos, même principe où on a toujours cette présence très forte du rouge qui marque ici le premier plan et qui là aussi va guider dans le cheminement du regard pour aller jusqu'au second plan avec la présence de ce chat, qui est un type de composition voilà, que je trouvais intéressant aussi de retrouver chez William Eggleston, où on a cette même façon d'amener le regard à partir d'un premier plan qui pose des éléments colorés. Et puis cette photographie que vous avez sous les yeux, que je trouve tout à fait extraordinaire, parce que là, elle travaille vraiment avec voilà, ce qui lui est donné dans cette cuisine, et comment elle va construire, elle va composer véritablement son image. Ce qu'elle voit, c'est des registres horizontaux, hein, donc l'assise qui est celle des trois éviers. Donc voilà, on a une première bande horizontale, puis les ustensiles et puis les assiettes. Donc on a ces trois registres qui se superposent et elle va vraiment cadrer pour insister sur l'effet symétrique hein, de l'ensemble, jusqu'à jouer, si on regarde la coulée de rouille qui est sur l'évier central, passe exactement sur la verticale médiane de l'image. Donc l'air de rien, c'est extrêmement composé. Et ensuite, comment la couleur rouge vient créer un rythme où elle est présente pour fermer l'image à droite, elle est de nouveau présente avec un élément ici pour fermer l'image à gauche, et comment notre regard se promène d'un élément à l'autre et sillonne finalement tout l'ensemble de l'image. Donc là, il y a vraiment cette façon de construire à partir de ces éléments de couleur qui sont autant de ponctuation et autant d'éléments qui vont guider finalement notre regard à l'intérieur de l'image. Et puis je termine avec cette photographie donc d'une scène d'intérieur dans une salle de bain, où là aussi la couleur devient un élément de décor qui conduit notre façon de circuler, avec le rouge hein, qui va amener vers le corps et vers une sorte de douceur comme ça, qui ensuite va aller jusqu'à retrouver un autre élément rouge en passant par le rouge du porte-savon. Donc il y a une sorte d'accompagnement là aussi, alors là avec une sorte de douceur hein, qui vient envelopper en quelque sorte la vision de cette femme qui est en train de se laver. Donc ce jeu qui utilise le fond quasi monochrome qui peut être un peu rapproché du travail d'Eggleston qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi en termes iconographiques, peut-être une référence à cette photo très connue de Willy Ronis, le nu provençal, dont vous avez la version en noir et blanc qui est la plus connue et une version en couleur qu'il a réalisée un peu plus tard. Voilà, et qui font le lien aussi entre ce dialogue entre noir et blanc et couleur. Je termine donc en revenant sur cette photographie de Françoise Huguier et en laissant la parole à Edward Weston qui considérait, et je pense qu'on peut tout à fait appliquer cette phrase au travail de Françoise Huguier, qu'il faut voir la couleur en tant que forme en évitant les sujets qui ne sont que du noir et blanc. Merci beaucoup.